Et voici la vidéo règle de Twin Teen Bot, un jeu de programmation de robots pour 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de Philippe Kayertz, édité par Flatlinehead Games. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu qui est recto verso. Effectivement, il y a un recto pour jouer de 2 à 4 joueurs. Et un verso pour jouer de 5 à 6 joueurs. Nous avons ensuite 6 petites réglettes de programmation, chacun va récupérer la sienne et la placera devant lui. 2 pistes d'arrivée des cristaux qui vont correspondre aussi au nombre de joueurs, il faudra sélectionner la bonne, donc celle-ci c'est pour jouer de 2 à 4 joueurs, même s'il y a marqué 3 à 2 joueurs, on utilisera en fait la version 3 joueurs. Et si on joue à 5 ou 6, on utilisera cette réglette-là. Donc là, je vais vous faire un exemple avec 4 joueurs. Donc on va utiliser cette réglette-ci qui sera disposée à côté du plateau de jeu. Nous avons ensuite 6 ensembles de pièces à la couleur de chaque joueur. Donc chacun va pouvoir choisir sa couleur. Il va récupérer la base correspondant à sa couleur ainsi que ses 2 robots. On a un gros robot et un petit robot plat comme ceci. Ainsi qu'un set de tuiles de programmation. Il y a aussi des tuiles de programmation qui ont un dos comme ceci avec un petit cristal de dessiné. Ce sont des ordres spéciaux qui seront disposés à côté du plateau de jeu. Chacun récupère donc sa pile et ses 3 pièces. Nous avons ensuite un ensemble de cristaux comme ceci en plastique. Alors il y en a qui sont en rose et qui sont de valeur 4. Il y a effectivement 4 cristaux dessus. Nous avons en vert avec 3 cristaux qui ont donc une valeur de 3. Et en bleu avec 2 cristaux qui ont donc une valeur de 2. On va les disposer pour le moment à côté du plateau de jeu. Nous avons aussi 3 tuiles 1, 2, 3 qui vont être mises en pile à côté du plateau de jeu pour le moment. Il doit donc vous rester des éléments supplémentaires. Nous avons des petits éléments comme ceci qui représentent des blobs, d'autres qui représentent des pierres, d'autres qui représentent des portails. Nous avons aussi 3 tuiles boue et une tuile active base. Ces éléments-là ne seront pas utilisés dans les parties d'initiation. On va donc pouvoir pour le moment les remettre dans la boîte. Pour l'installation ensuite, eh bien, nous allons prendre le livret de règles et sur celui-ci, il y a les différents exemples en fait, de mise en place en fonction du nombre de joueurs qui est indiqué ici. Donc vous allez sélectionner la page correspondant à votre nombre de joueurs. Là par exemple on va jouer à 4, donc on va sélectionner celle-ci et on va placer tous les éléments tels qu'indiqués sur le plateau de jeu. Chacun va donc placer ses 2 robots dans l'orientation qui est indiquée sur le plateau de jeu, ainsi que sa base, et on va mettre aussi des cristaux de la couleur correspondante sur les emplacements indiqués. Une fois que ceci est fait, vous allez aussi pouvoir regarder sur l'aide de jeu pour savoir combien de cristaux placer sur la piste d'arrivée des cristaux. Donc là par exemple à 4 joueurs, il y a 3 verts et 4 roses, qu'on va donc disposer sur la piste comme ceci. Les cristaux supplémentaires seront remis dans la boîte, ils ne seront pas utilisés pour la partie. Chacun peut ensuite placer devant lui, face visible, ces tuiles de programmation, en fait, comme ceci, de façon à se repérer plus facilement. Nous avons effectivement 3 ordres pour tourner à gauche, 3 pour tourner à droite, 2 pour avancer d'une case, 1 pour avancer de 2 cases, 2 pour récupérer des cristaux, 2 pour déposer des cristaux, 2 pour zapper les robots, et enfin une tuile spéciale qui nous permettra de jouer 2 fois. On détermine ensuite qui sera le premier joueur et on va lui donner les 3 petites tuiles en fait qu'il placera pour le moment à côté de son plateau de jeu. Enfin, avant de débuter la partie proprement dite, chaque joueur va recevoir une tuile d'ordre spécial qui ont été disposées pour le moment à côté du plateau de jeu. Donc chacun va en piocher une, il va pouvoir consulter cet ordre spécial secrètement sans la montrer aux autres joueurs et il va pouvoir ensuite placer cette tuile face cachée à côté de ses programmations. Il pourra l'utiliser quand il veut dans la partie, à la place d'un ordre normal et le placer en fait sur son tableau de programmation. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, chaque joueur est un programmateur qui est à la tête d'une équipe de 2 petits robots qui vont devoir aller chercher des cristaux qui sont placés sur le plateau général et qui vont devoir ramener ces cristaux à sa base. Le joueur qui obtiendra un certain nombre de cristaux emportera la partie. Pour le déroulement, c'est assez simple. On commencera par le premier joueur qui va pouvoir faire une modification de programme sur ses robots et ensuite il fera agir ces 2 robots en fonction des programmes qui ont été placés précédemment et à ce tour-là. Une fois que ces 2 robots ont agi dans cet ordre-là, toujours de gauche à droite, eh bien on passera au joueur suivant qui lui aussi fera une modification de programme, fera jouer ces 2 robots, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu.
On peut donc commencer par notre premier joueur. Au début, notre piste de programmation est vide et exceptionnellement lors du premier tour de jeu, chaque joueur va pouvoir placer un ordre de programmation sur chacun de ces deux robots. Par contre, au tour suivant, on ne pourra faire qu'une seule modification de programme sur un robot ou l'autre robot, mais ça ne les empêchera pas d'agir tous les deux en fonction des ordres de programmation qui ont été placés précédemment. Alors, quels sont les ordres qui sont à notre disposition pour déplacer nos robots? Eh bien, nous avons tout d'abord les tournées à gauche et les tournées à droite, représentés comme ceci par les petites flèches rouges et les petites flèches vertes. Alors, ce qui est sympa, c'est que sur les robots, en fait, sont placés des autocollants avant de commencer la partie, vous avez des petits autocollants à coller sur chacun des robots et qui resteront ensuite, vous indiquant la droite et la gauche avec une couleur, ce qui vous permet de mieux repérer l'orientation de votre robot, quel que soit l'endroit où il est placé sur le plateau de jeu. Donc si je décide de faire un tourné à droite à mon robot rouge, par exemple, eh bien celui-ci sera décalé d'un 6e de tour. Attention, les robots doivent toujours faire face à un bord de case hexagonale, et non pas être placé comme ceci en diagonale pour qu'on ne sache pas vers quelle orientation il est placé. Donc là, si mon robot est ici, je le fais tourner à droite, il se placera là, à gauche, il se placera comme ceci. Deuxième possibilité, les avancées. Je peux donc jouer une tuile pour faire avancer mon robot de 1 ou pour le faire avancer de 2. À ce moment-là, c'est très simple, s'il avance d'une case, il avancera d'une case en ligne droite, deux cases en ligne droite. Alors attention, si jamais il y a un élément devant lui, par exemple un autre robot qui se trouve sur une case où mon robot doit se rendre. Donc là, si mon robot rouge, par exemple, avance de 2 cases, il fera 1, et 2, il va pousser en fait le robot qui se trouve devant lui d'une case, mais par contre on ne le changera pas d'orientation. De la même façon, les cristaux peuvent être aussi déplacés. Donc si j'avance de 2 et qu'il y a un cristal, eh bien le cristal sera poussé d'une case. On ne peut jamais être sur une case où il y a un cristal. En revanche, un robot ne peut pas pousser plus d'un élément. Donc là, si par exemple mon robot rouge devait avancer d'une case, il y a un cristal ici, mais il ne peut pas pousser ce cristal car il y a un autre élément derrière, un robot. Et donc, il ne peut pas pousser 2 éléments consécutifs. Il va donc rester sur cette case si je lui ai dit d'avancer. Effectivement, à chaque fois que les robots ne pourront pas réaliser l'action qu'on leur a programmée, eh bien, ils ne la feront pas, tout simplement. Dernière chose, les robots ne peuvent pas sortir de la piste de jeu, donc si mon robot rouge est orienté comme ceci, il n'aura pas le droit de sortir, donc que je joue 1 ou que je joue 2, il ne bougera pas à ce tour. De la même façon, on ne peut pas pousser d'éléments à l'extérieur du plateau de jeu, donc si mon robot rouge devait avancer de 2, eh bien il avancerait de 1, et il serait bloqué, car il ne peut pas pousser le cristal à l'extérieur du plateau. Autre ordre de programmation, charger un cristal. Si mon robot se trouve devant un cristal et que je lui donne l'ordre de charger ce cristal, eh bien celui-ci pourra prendre le cristal et le mettre sur lui. Si c'est un robot, les gros robots en fait prennent les cristals et les placent dans leurs mains, comme ceci. Donc voilà, pour charger un cristal, il suffit de faire ceci. Attention, si jamais un robot adverse ou même un robot qui m'appartient est devant moi et que je donne l'ordre de charger un cristal, eh bien je vais voler ce cristal au joueur qui se trouve devant moi. En revanche, je ne peux prendre un cristal que s'il se trouve bien devant mon robot. Donc si jamais le cristal se trouve ici et que je donne l'ordre à mon robot rouge de charger, eh bien il ne pourra pas le prendre de la même façon que si c'est le robot jaune ici qui le possède, je ne pourrai pas lui voler car il ne se trouve pas en face de moi. Autre ordre possible, décharger un cristal. Attention, la flèche est dans l'autre sens et donc il faudra ne pas confondre les tuiles chargées et déchargées. Si je place une telle tuile sur la programmation de mon robot, celui-ci déchargera le cristal qu'il possède sur la case devant lui. Si c'est ma base, eh bien je vais pouvoir récupérer ce cristal et le placer devant moi. Il va donc me faire marquer un certain nombre de points en fonction de ce qui est indiqué dessus. Donc voilà, c'est comme ceci en fait qu'on peut déposer les cristaux dans ces bases. Attention, pendant qu'on en est aux bases, on ne peut pas pousser une base, les bases sont fixes et restent ici jusqu'à la fin de la partie. Attention aussi, un robot décharge sur la case devant lui. Donc là, s'il a un cristal par exemple sur lui qu'il est orienté comme cela, si je lui donne un ordre de déposer un cristal, eh bien il va tout simplement poser le cristal sur la case qui est devant lui. Attention,
Si cette case est occupée par un autre cristal, il ne pourra pas déposer ce cristal sur un autre cristal, il ne peut y avoir qu'un seul cristal par case. En revanche, si c'est un robot adverse ou ami qui se trouve sur la case devant moi lorsque je décharge, eh bien je vais donner, en fait, malheureusement, ce cristal au robot qui se trouve devant moi, même si ça ne m'arrange pas. De la même façon, on ne peut pas décharger un cristal à l'extérieur du plateau de jeu, donc si mon robot est placé comme ceci, eh bien il ne pourra pas réaliser l'action, il va donc garder son cristal. Évidemment, si j'ai donné un ordre de décharger un cristal alors que mon robot ne possède pas de cristal, eh bien il ne se passera rien non plus. Enfin, nous avons l'ordre ZAP. L'ordre ZAP va permettre de perturber la programmation d'un robot qui se trouve devant moi. Le ZAP va être actif sur les deux cases qui se trouvent juste devant mon robot. Si jamais il y a un robot adverse qui se trouve sur une de ces deux cases, eh bien je pourrai immédiatement lui donner un ordre spécial sans utiliser de tuiles. Et ces ordres, c'est soit se tourner sur la droite, soit se tourner sur la gauche, soit avancer d'une case, soit décharger un cristal, soit charger un cristal. Je ne peux donc pas le faire avancer de deux cases. Donc là, par exemple, je pourrais tout à fait, si j'ai utilisé la programmation ZAP, demander à ce robot jaune, eh bien, soit de tourner ici, soit de tourner comme ça, soit de déposer son cristal, soit d'avancer d'une case, ce qui m'arrange le mieux, et ce qui me paraît le mieux pour perturber la programmation du robot adverse. Attention, le ZAP ne fonctionne que sur la première case où se trouve un robot. Donc si par exemple il y a deux robots comme ceci devant moi, eh bien celui qui sera zappé, ce sera le robot vert, et je ne pourrai pas zapper le robot jaune. Évidemment, si les robots se trouvent à plus de deux cases du mien en ligne droite, ou qu'ils ne se trouvent pas sur la ligne qui est devant moi, eh bien je ne pourrai pas les zapper. Évidemment, je peux aussi zapper mes propres robots, donc là par exemple si je zappe mon gros robot rouge, eh bien je pourrais lui donner l'ordre supplémentaire de charger par exemple le cristal qui se trouve devant lui. Ou bien s'il était déjà dans cette position, lui demander de décharger un cristal sur moi. Enfin, nous avons la tuile spéciale deux ordres. Effectivement, normalement, à chaque tour de jeu, après le premier tour de jeu, où exceptionnellement on a le droit de placer un ordre sur chaque robot, je ne pourrai changer qu'un seul ordre sur un de mes robots. Grâce à cette tuile, quand je voudrais dans la partie, je pourrais décider de faire deux changements d'ordre au lieu d'un seul. Mais à ce moment-là, je défausserai cette tuile, hop, qui sera remise dans la boîte. Je ne pourrai l'utiliser qu'une seule fois au cours de la partie. On commence donc par notre premier joueur, imaginons que c'est le joueur rouge, celui-ci va donc pouvoir placer deux tuiles, une sur chacun de ses robots. Effectivement, chaque robot est dessiné ici sur son plateau, il y a d'abord le gros robot qui agira toujours en premier, et ensuite le petit robot qui agira toujours en deuxième. Chacun des robots a de la place pour trois ordres, mais à chaque tour on ne pourra en placer qu'un seul. Donc là, imaginons que ce soit à lui de jouer, eh bien il pourrait par exemple décider de dire que son gros robot avancera d'une case, et puis que le petit robot avancera de deux cases. Imaginons qu'il ait envie de faire ça. On place l'ordre de programmation sur le slot de son choix, on n'est pas obligé de le placer sur le premier, je peux décider de le placer sur le deuxième, pour au tour d'après, par exemple, mettre un ordre en première case. Donc imaginons que je fasse ça, et bien immédiatement après avoir placé ces tuiles de programmation, je déplace mes robots en suivant les ordres. Ils se déplacent toujours du premier au dernier dans cet ordre-là, donc le gros robot avance d'une case, hop, et ensuite, il ne se passe rien, le deuxième petit robot, il avance de deux cases. Tac, tac. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on passe donc au joueur suivant, c'est le joueur jaune, qui pourrait par exemple décider d'avancer son gros robot de deux cases, son petit robot d'une case comme ceci. Il effectue ce déplacement, le gros robot en premier, hop, avance de deux cases et il va donc pousser le robot du joueur rouge. Ensuite, le petit robot avance d'une case ici et on passe au tour du joueur suivant qui réalise la même chose. Le joueur vert décide par exemple que son gros robot tourne à droite vers la flèche verte, il s'oriente comme ça pour essayer d'aller chercher plus tard en fait ce cristal, et l'autre robot avance d'une case. On passe au dernier joueur, puisqu'on joue à 4, qui décide par exemple de faire tourner son gros robot vers le côté vert, hop, et le petit robot du côté rouge. Hop, le tour est terminé, on repasse au premier joueur, mais attention, celui-ci, maintenant comme il a déjà effectué son premier tour, il ne pourra faire qu'un changement de programmation.
Alors, les changements de programmation qu'un joueur peut effectuer sont indiqués par petits symboles au-dessus de son plateau de jeu. Effectivement, lors de son tour, on peut choisir de placer un ordre sur une case vide, donc par exemple de choisir un ordre qu'on peut placer ici, et ensuite on fera agir tous les robots, donc par exemple le gros avancera d'une case et tournera vers vert, et le petit avancera toujours de 2 cases. Ou sinon, je peux aussi placer le nouvel ordre que j'introduis sur une case où il y a déjà un ordre. À ce moment-là, j'enlève l'ordre correspondant et je le remets dans ma réserve. Les ordres ne sont pas défaussés, ils seront toujours utilisables tout au long de la partie. Deuxième possibilité pour un joueur, au lieu de placer un nouvel ordre, il peut décider d'échanger 2 tuiles de place. Si par exemple, déjà à un tour précédent, mon robot a 2 ordres, par exemple tourner à droite et avancer de 2 cases, et bien en programmation, au lieu de rajouter une tuile, je peux décider d'inverser ces 2 tuiles. Cette fois-ci, il avancera de 2 et il tournera à droite. C'est peut-être plus intéressant en fonction de ce qui se passe évidemment sur le plateau de jeu. On peut bien sûr inverser 2 tuiles qui se trouvent séparées par une case, mais par contre, on n'a pas le droit de faire un échange de 2 tuiles entre les 2 robots, donc je n'aurai pas le droit, d'échanger cette tuile-ci avec celle-là. Autre possibilité, au lieu de placer un ordre ou bien d'échanger un ordre, je peux aussi décider tout simplement d'enlever un ordre. Si par exemple mon robot avait déjà un ordre avancé, tourné et avancé, je pourrais décider de lui enlever cet ordre pour qu'il ne fasse qu'avancer lors de ce tour de jeu. Enfin, dernière possibilité, je peux aussi, au lieu d'enlever un seul ordre, décider d'enlever tous les ordres qui se trouvent sur un de mes robots. Évidemment, lors de ce tour-là, il ne fera rien du tout. Alors, reprenons notre exemple de tour. C'est donc à mon premier joueur, après son premier tour, il doit donc faire une modification avant de faire bouger ses robots. Pour l'instant, son gros robot avance d'une case ici, son petit robot avancera de 2 cases et poussera donc la gemme qui se trouve à cet endroit-là. Quelle modification je pourrais effectuer pour que ce soit sympa? Eh bien, je suis obligé de me concentrer malheureusement sur un seul des 2 robots. Donc je pourrais par exemple décider que mon petit robot va attraper la gemme après l'avoir poussée. Donc je pourrais lui mettre un ordre récupération de gemmes ici, et ensuite je fais mes mouvements. Le gros robot joue en premier, il avance d'une case. Ensuite le petit robot avance de 2 cases en premier, tac tac, et il pousse la gemme. Et ensuite il récupère une gemme, comme il y en a une qui se trouve devant lui, et bien hop, il peut la charger sur son dos. On passe donc au tour du joueur suivant. Pour le joueur jaune, pour le moment, le gros devrait avancer de 2, le petit devrait avancer de 1. Il décide donc de faire pivoter en fait son gros robot vers le côté rouge en plaçant une tuile ici. Comme ceci, il joue en premier, il tourne vers le rouge et ensuite il avance 1, 2 de 2 cases. Il se trouve en face d'une gemme verte. Le petit robot avance lui d'une case. Pour le joueur vert, s'il ne change rien, son gros robot doit pivoter vers le vert, il va donc se trouver face à l'extérieur du plateau, il ne pourra pas faire grand-chose, et son petit robot va avancer d'une case ici. Il peut donc décider de laisser son petit robot avancer et s'occuper plutôt du gros en remplaçant la case qui le fait tourner normalement par une autre tuile de programmation, par exemple une tuile avancée de 1. Hop. Ensuite, il effectue ses mouvements, le gros robot avance d'un, le petit robot avance d'un, il a terminé son tour, on passe au suivant. Pour le joueur rose, eh bien, s'il ne change rien, son gros robot va tourner vers le vert, donc il va se trouver face à l'extérieur du plateau de jeu, et son petit robot va tourner vers le rouge et se trouver lui aussi face à l'extérieur du plateau de jeu. Donc il n'a pas beaucoup de solutions, soit il change la programmation d'un des 2 robots et l'autre va se retrouver face à l'extérieur, soit il peut décider d'utiliser sa tuile spéciale qui lui permettra de réaliser 2 changements d'ordre avant de réaliser les mouvements des robots. Mais voilà, à voir si c'est le bon moment pour le jouer, puisque je vous rappelle que cette tuile jouer 2 ordres ne peut être utilisée qu'une seule fois dans toute la partie. Il préfère donc choisir de faire avancer seulement son gros robot en remplacement de son tourné, comme ça son gros robot avance ici, et le petit robot par contre continue son mouvement et se retrouve à l'extérieur. Il a préféré ne pas le faire avancer car il se doute bien que le joueur vert va récupérer cette gemme, ça ne servira donc à rien de venir ici tenter de la récupérer.
On repasse au joueur rouge, qui a donc cette fois-ci 2 programmations de placer sur le deuxième robot. Donc s'il laisse comme ceci, le gros robot va pousser le robot vert qui se trouve ici, et ensuite le petit robot va avancer de 2 cases et viendra prendre la place précédente du robot rouge, et ensuite il chargera, mais comme il est déjà chargé, il ne pourra de toute façon pas récupérer une gemme, il n'y en a pas de vent de toute façon, et même s'il y en avait une, il n'aurait pas eu le droit de charger, puisqu'on ne peut être chargé que par une seule gemme. Il décide donc de faire tourner son deuxième robot à droite. Il avance donc le gros ici qui pousse le robot vert. Ensuite, c'est au petit robot qui tourne d'abord vers vert, ensuite qui avance de 2 cases, et qui ensuite charge une gemme, mais il ne se passe rien. Et la partie se poursuit donc ainsi, à tour de rôle, en jouant toujours un seul choix de programmation sur les 4 qui sont à notre disposition. Au bout d'un moment, on va forcément réussir à venir charger une gemme sur une de nos bases. Donc là, par exemple, c'est au joueur rouge. Il décide de faire juste une petite modification en faisant un dépôt de gemmes à la place d'une prise de gemmes ici. Il fait ensuite les mouvements de tous ces robots. On commence par le gros qui avance d'un, mais il est bloqué et qui ensuite tourne vers le vert. Donc hop, il va se retrouver comme ceci. Et ensuite, son petit robot qui tourne vers le vert, qui avance normalement de 2 cases, mais là, il est bloqué par la base, donc il reste ici, et qui enfin décharge en fait la gemme sur la base. Le joueur va donc récupérer cette gemme et la placer devant lui, et il marque donc immédiatement 2 points, puisque les petites gemmes ont les petites pierres bleues ont 2 gemmes de dessinée, et donc ça rapporte 2 points de victoire. Attention, pour les gemmes bleues, à chaque fois qu'un joueur va réussir à en charger une sur une de ses bases, il va gagner immédiatement une petite tuile d'ordre spécial que l'on avait disposée à côté du plateau de jeu et dont chaque joueur a reçu un exemplaire en début de partie. Il peut donc consulter cette tuile spéciale et il pourra l'utiliser quand il le souhaite à la place d'un ordre normal pour sa capacité. En revanche, pour ces tuiles spéciales, lorsqu'elles seront utilisées, elles resteront en jeu sur le robot tant qu'elles ne sont pas défaussées. Par contre, si jamais on remplace cet ordre ou on l'enlève du plateau de programmation, il sera défaussé définitivement. On ne peut l'utiliser donc qu'une fois en tuile de programmation. Deuxième chose à ne pas oublier lorsqu'on charge un cristal, si c'est donc un bleu, on récupère une tuile de programmation supplémentaire, mais par contre ce n'est pas valable pour les autres couleurs. En revanche, à chaque fois qu'une gemme rentre dans une base, on ajoute une nouvelle gemme sur le plateau de jeu, et toujours sur la case centrale. Donc là, mon petit robot vient de rentrer sa gemme bleue, j'ai bien gagné ma tuile. Ensuite, je vais donc faire apparaître une nouvelle gemme par rapport au tableau d'apparition des gemmes, et toujours dans cet ordre-là, celle qui valent le moins cher en premier, en suivant les petites flèches qui sont dessinées. C'est donc une gemme verte qui apparaît, et elle apparaît tout simplement au centre du jeu. Ce qui veut dire qu'en cours de jeu, il y aura toujours autant de gemmes sur le plateau, quel que soit, qu'en début de partie. Donc là, il y avait un certain nombre de gemmes sur le plateau en début de partie. Dès qu'on en charge une, hop, il y en a une autre qui apparaît. Donc il y a toujours de la possibilité pour récupérer des gemmes pour tous les robots en jeu. Attention, si un autre joueur charge une autre gemme sur une base et que la case centrale est déjà occupée par une gemme, on ne peut évidemment pas la placer à cet endroit-là, et bien c'est le joueur qui vient de charger le cristal sur sa base qui choisira où apparaît cette gemme sur une case adjacente à la case centrale et une case libre. Je ne peux jamais faire apparaître une gemme sur un endroit où il y a déjà un robot, donc ce serait aussi valable si la case centrale était occupée par un robot. Je ne pourrais pas placer directement la gemme sur lui, et je pourrais par contre choisir sur quelle case autour de la case centrale elle apparaît. Évidemment, si par exemple je suis le joueur rouge, j'ai tout intérêt à la placer proche de ma base pour que ce soit moins loin à aller chercher. Et le jeu se poursuit ainsi, à tour de rôle, jusqu'à ce qu'un joueur arrive à un certain nombre de points de victoire qui dépendent du nombre de joueurs. Donc si par exemple, en fait c'est marqué sur la règle du jeu, on joue à 4 joueurs, eh bien ce sera le premier qui obtient 9 points de cristaux qui l'emporte, en vous rappelant que les petits bleus valent 2, les verts valent 3, et les roses, qui vont apparaître évidemment une fois qu'on aura placé encore 2 cristaux, par exemple, dans cet exemple-là, eh bien rapporteront 4 points.
Mais attention, ça n'arrive pas tout le temps qu'on puisse parvenir comme ceci à avoir un certain nombre de points de victoire. Il y a une deuxième fin possible si jamais on place le dernier cristal de la réserve. Donc là, par exemple, nous avons encore un cristal vert et 4 cristals roses. Si on place le dernier cristal rose sur le jeu, eh bien, il ne va nous rester plus que 3 tours à jouer. Effectivement, le premier joueur, on a vu qu'on lui a donné les petits jetons 1, 2, 3. Eh bien, il va les placer comme ceci, en fait, devant lui avec le 3 en premier. À chaque fois que ce sera à lui de jouer à partir du moment où on a placé le dernier cristal, eh bien, il va retirer un jeton et c'est le nombre de tours qu'il nous reste à jouer. On n'a plus que 3 tours à jouer. Alors, imaginons par exemple que ce soit le joueur vert qui récupère un cristal et fait apparaître le dernier cristal sur le plateau de jeu. Eh bien, on va continuer le tour. Ce sera donc, lorsque ce sera au premier joueur de jouer, qu'il retirera un jeton, et puis on continuera le tour avec le premier joueur qui retirera le deuxième jeton, un dernier tour où il retirera le dernier jeton. On finit le tour en cours et la partie s'arrête. À ce moment-là, on va évidemment compter les points avec les cristaux que chaque joueur a récupérés véritablement dans sa base, mais à cela vont se rajouter des points supplémentaires pour les cristaux qui se trouvent chargés sur nos robots. Et par contre, chacun des cristals chargés sur un robot qui n'a pas été emmené dans la base va valoir en fait un point de moins. Donc là, par exemple, le joueur rouge, si ça se terminait maintenant, il rapporterait un point pour le cristal qui est sur ce robot rouge, puisque c'est un cristal de niveau 2, 2 moins 1, 1 point. Plus les deux qu'il a ici, ça lui ferait 3 points au total. Par contre, le joueur vert, par exemple, il a ici un cristal qui vaut 3, 3 moins 1, ça lui ferait 2 points pour ce cristal, plus 3 points pour le cristal vert qu'il a déjà récupéré, ça ferait 5 points, et ainsi de suite. Alors, il me reste à vous parler des capacités spéciales données par les tuiles de programmation spéciale. Alors c'est assez simple, les dessins sont assez clairs en fait, donc celle-ci permet d'avancer de 3 cases. Alors je vous rappelle que l'on peut mettre ces tuiles en fait sur sa programmation et qu'elles seront utilisables tant qu'elles sont visibles sur notre panneau de programmation, on peut les échanger comme les autres. Par contre, dès qu'elles vont quitter notre panneau de programmation, elles seront défaussées définitivement. Donc, avancer de 3 cases. Nous avons aussi tourné à gauche 2 fois, ou bien tourner à droite 2 fois. Donc, pour une seule tuile, vous pouvez ainsi pivoter de 2 cases. Ensuite, vous avez des tuiles qui vous permettent de ne pas subir en fait des attaques des autres joueurs. Nous avons celle-ci qui empêche les autres joueurs de zapper ce robot en particulier. Donc attention, cette tuile prend une place de programmation sur votre robot, et évidemment vous ne pourrez pas mettre un ordre à la place. Mais par contre, tant qu'il a ceci sur lui, eh bien il est protégé contre les zaps des autres joueurs, et des siens aussi. Attention, ensuite nous avons cette tuile qui nous permet de ne pas se faire voler de gemmes. Je vous rappelle que si un robot se trouve, par exemple, si le robot rose là ici, faisait une action de prise de gemmes, eh bien il pourrait piquer la gemme du robot vert puisqu'il se trouve devant lui. Eh bien si le robot vert avait cette tuile de programmation sur son robot, il ne pourrait pas se faire voler les gemmes qu'il possède. Ensuite, nous avons cette tuile-là qui permet de faire un demi-tour complet à son robot. Donc si par exemple le robot vert utilisait une telle programmation, hop, il pourrait carrément changer de côté. Nous avons ensuite des tuiles qui permettent de faire 2 actions spéciales, donc avancer d'une case et zapper, dans cet ordre-là en fait. Donc la tuile sera placée, on pourra réaliser les 2 actions pour une seule tuile. Celle-ci permet de réaliser 2 zaps consécutifs, donc pour zapper le même robot qui se trouve devant lui, ou bien 2 robots, si jamais on déplace le premier qui se trouve sur la première case, on peut zapper le deuxième qui se trouve derrière. Puis nous avons cette tuile-là qui permet d'avancer de 1 et récupérer une gemme. Celui-ci qui permet de faire reculer un robot. Effectivement, il n'y a pas de tuile classique permettant de reculer ces robots. Celle-ci permet donc en fait d'avancer son robot vers l'arrière tant qu'elle est disponible. Ça peut être pratique dans certains cas. Ensuite, nous avons cette tuile-là qui permet de sauter par-dessus une case.
Donc, si par exemple nous étions comme ça et que le robot vert a cette action-là, eh bien hop, il peut sauter par-dessus même un élément du décor pour atterrir sur la case libre qui se trouve derrière. En revanche, si la case est occupée, il ne peut pas effectuer cette action. En revanche, s'il n'y a rien du tout, il peut aussi sauter par-dessus une case où il n'y a rien sur la première case. Enfin, nous avons cette tuile-là qui permet de zapper sur toute la longueur qui se trouve devant nous. Je vous rappelle que normalement un robot ne peut zapper que sur les deux cases qui se trouvent devant lui et qu'il est obligé de toucher le premier robot qui se trouve sur cette case. Et bien là, avec cette tuile-là, eh bien il pourrait zapper un robot qui se trouve beaucoup plus loin à condition que les cases devant lui soient libres. Effectivement, on ne peut pas zapper à travers un élément de décor, que ce soit une gemme, un robot ou une base. Enfin, dernière tuile, celle-ci, qui est une avancée de 1, mais spéciale avec un robot qui est très très fort. Nous avons vu qu'un robot normalement ne peut pousser qu'un seul élément de décor qui se trouve devant lui. Eh bien, si vous avez joué cette tuile qui lui permet d'avancer en étant très fort, il va pouvoir pousser tous les éléments qui se trouvent devant lui en avançant. Il peut même y en avoir plus de deux, hein. Il peut pousser carrément toute une ligne. Si par exemple il pousse ici, paf, 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 il va pousser tout ceci d'une case. Par contre, toujours les bases sont impossibles à déplacer. Il ne reste plus qu'à parler des éléments de décor spéciaux. Alors tout d'abord, nous avons les portails. Il y a deux portails de chaque couleur, donc des portails rouges par exemple, des portails verts et des portails jaunes. Ces portails peuvent être placés où vous voulez en début de partie sur le plateau de jeu, en essayant d'être le plus équilibré possible, ou bien en utilisant l'exemple qui est présenté dans la règle et qui utilise le matériel spécial. Alors, pour les portails, imaginons qu'on ait placé un portail rouge ici et le deuxième portail rouge ici. Il faut toujours évidemment les placer par paire de couleurs identiques. Et bien, dès qu'un robot va rentrer dans un portail, il va réapparaître sur la case opposée sur l'autre portail dans la même direction. Donc là, par exemple, si le robot jaune devait avancer de 2 cases, eh bien hop, il avance ici pour son premier mouvement, et il réapparaît dans la même direction par rapport à l'autre portail. Ensuite, il effectue son deuxième déplacement, et hop, il apparaît ici. S'il n'avait avancé que de une case, par exemple, et qu'il était dans cette direction, hop, il avance de 1, immédiatement, il apparaît sur la case opposée, sur l'autre portail. Alors évidemment, s'il y a un obstacle sur la case de sortie, eh bien le robot peut le pousser. Imaginons que nous soyons dans cette disposition-là, le robot jaune entre dans un portail, il réapparaît en fait sur cette case et hop, il pousse en fait évidemment le robot dans la même direction. En revanche, s'il devait entrer dans un portail qui lui fasse arriver sur une case où il y a plus d'un élément, il ne peut pas les pousser, donc il ne pourrait pas réaliser ce mouvement et il resterait ici. Ensuite, nous avons les blocs, il y en a 3 dans le jeu, qui représentent comme ceci des petits rochers, ils peuvent être placés aussi où on veut en début de partie, et ceux-ci sont comme des bases, en fait, ils empêchent carrément de pousser ou de passer par ces cases-là, il faudra donc en faire le tour. Donc là, le robot rose, qu'il soit fort ou pas, il ne pourra pas pousser de rocher, il sera donc obligé de faire le tour de cette case-là. En fait, ça fait des cases bloquées pour tous les joueurs. Enfin, il y a aussi 3 éléments comme ceci qui sont des éléments blobs. Les blobs, en fait, sont un peu des créatures étranges que l'on peut pousser, par contre, mais qui gênent aussi un petit peu les mouvements. Effectivement, s'il y a un blob ici, eh bien, le joueur rose pourrait le pousser, mais par contre, comme c'est considéré comme étant un élément, si par exemple il y avait une pierre ici, là, il ne pourrait pas pousser car c'est fait 2 éléments et donc on ne peut pas pousser 2 éléments. Donc les blobs vont se déplacer petit à petit et vont gêner en fait les déplacements des robots. Ensuite, il y a des tuiles de boue, comme ceci. Alors, les tuiles de boue, pareil, peuvent être disposées sur le plateau de jeu en début de partie. Lorsqu'un robot rentrera sur la boue, eh bien, malheureusement, il ignorera ensuite son premier mouvement pour sortir de la boue. Donc, si par exemple, mon robot vert est ici, qu'il fait un mouvement de 1, eh bien, il ne pourra pas le faire puisque ce mouvement de 1 sera annulé. S'il a rajouté un deuxième mouvement de 1 sur la suite de sa programmation, il pourra sortir. Ou bien, s'il a joué le avancé de 2, le premier mouvement est ignoré, mais par contre, il fera son deuxième déplacement. Donc voilà, ça va gêner en fait aussi les déplacements des robots qui se retrouvent embourbés. Attention, on ne compte pas en fait les mouvements qui ont été ignorés.
Donc si par exemple, à ce tour-là, le robot a fait 2, il fait 1 et 2, le premier mouvement quand on est dans la boue est ignoré, et bien au tour d'après, il lui faudra à nouveau 2 pour se sortir de la boue. Le premier mouvement lors de son tour sera quand même ignoré, même si on a déjà ignoré un mouvement au tour d'avant. En revanche, la boue n'est pas un obstacle, c'est-à-dire que l'on pourra zapper à travers, ça ne bouge pas la ligne de vue. Voilà donc pour TwinTinBots, un excellent petit jeu de programmation avec des robots, donc très sympathique. Alors il est à noter qu'on peut jouer à 2 joueurs aussi, l'un contre l'autre avec un robot chacun, qu'il y a aussi un jeton Active Base si on veut jouer en variante à 2 joueurs. On peut décider de jouer avec 2 paires de robots chacun. À ce moment-là, l'Active Base permettra de se rappeler quel est le robot qui joue en premier. Voilà, et ensuite on peut aussi évidemment simplifier le jeu. Si vous jouez avec des enfants, vous pouvez décider de ne donner qu'un seul robot sur les 2 à chaque joueur et de n'utiliser donc que le premier pas de programmation, que les 3 premiers pas de programmation, et de ne pas utiliser les cartes spéciales d'action spéciale en fait, pour que ce soit beaucoup plus simple à jouer. Donc voilà, le jeu est assez modulable, on peut rajouter des éléments, retirer des éléments en fonction des joueurs avec qui on joue. Évidemment, il faut réfléchir à l'avance en fait aux programmations qu'on essaye de faire à ces robots, car on peut compléter petit à petit en fait les 3 slots de son robot, et évidemment un robot qui a 3 mouvements utiles est plus sympathique qu'un robot où vous ne mettez qu'un seul ordre que vous changez à chaque tour. Mais voilà, c'est toujours la difficulté de gérer les 2 robots à la fois, et c'est ça aussi qui rajoute un petit peu de challenge, avec en plus les autres joueurs qui peuvent vous embêter et vous piquer des cristaux, donc c'est quand même assez tactique. Même si pour un jeu de programmation c'est relativement simple puisque tous les ordres sont visibles. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.